Debout dans mon salon ce mardi soir-là, alors que j'aidais à faire ses devoirs d'algèbre, j'étais loin de me douter que les 60 secondes à venir allaient tout changer. Mon téléphone a vibré sur la table basse, signalant une notification de notre discussion de groupe familial. Et lorsque j'ai lu le message de mon père, ma poitrine s'est serrée. Réservation du complexe hôtelier aux Bahamas pour le nouvel an, finalisée. Confirmé pour 8 personnes au total. Moi, Linda, Brian, Kelly, Tyler et Sophie. Le forfait groupe du complexe est limité à 8 personnes maximum. Impossible d'en ajouter d'autres. Sans perdre le tarif de groupe. Vol aller le 30 décembre, retour le 3 janvier. J'ai hâte. J'ai compté sur mes doigts. Mes parents, ça fait 2. La famille de Brian, 4 de plus. Ça fait 6. Plus ses 2 enfants, Tyler et Sophie, ça fait bien un total de 8. Ma propre famille, composée de 4 personnes, n'était même pas mentionnée. 8 plus 4 égale 12, mais il s'était arrêté à 8. Sarah est arrivée de la cuisine, a vu mon visage, et je lui ai tendu le téléphone sans prononcer un mot. J'ai vu son expression changer au fur et à mesure qu'elle lisait. Le même cheminement que celui que je venais d'éprouver. Emma a accouru depuis la cuisine, un peu de farine sur le nez. « Papa, les biscuits sont presque prêts. » Elle s'est figée en voyant nos visages. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien, ma chérie, ai-je menti. » Mais Jake avait déjà vu l'écran. « C'est à propos du voyage de grand-père ?» a-t-il demandé prudemment. Les yeux d'Emma se sont illuminés. « On va à la plage avec grand-père ?» La question flottait dans l'air, semblable à de la fumée. Comment annoncer à sa fille de 7 ans qu'elle n'a pas été invitée aux vacances familiales? Le voyage de grand-père, c'est pour la famille de l'oncle Brian cette fois, ai-je dit lentement. Le visage d'Emma s'est décomposé. Pourquoi on ne peut pas y aller? Jake, qui avait fait ses propres calculs, a pris la parole avec une clarté dévastatrice. Mes grands-pères, grand-mère, oncle Brian, tante Kelly, Tyler, Sophie. Ça ne fait que 6 personnes. Plus nous, ça fait 10. Donc, ils ont choisi Tyler et Sophie au lieu de nous. Il n'était pas accusateur, il énonçait simplement les faits. Mais d'une certaine manière, ça rendait les choses encore pires. Mon fils de 10 ans venait d'exprimer à voix haute ce que j'essayais de ne pas penser. Ils avaient fait un choix. Une fois les enfants couchés, je me suis assis seul dans mon bureau, et j'ai ouvert l'historique de notre discussion de groupe familial, remontant jusqu'en octobre. J'avais besoin de comprendre à quel moment cette décision avait été prise, et comment nous avions été si méticuleusement exclus de l'organisation. 15 octobre. Message de Brian, maman, papa. J'ai pensé au nouvel an. Les enfants ont traversé beaucoup de choses avec ma transition de carrière. J'aimerais faire quelque chose de spécial. J'ai trouvé une offre pour un complexe aux Bahamas à environ 400 € par personne. Mais c'est plus que ce qu'on peut se permettre en ce moment. La demande était implicite, mais claire comme de l'eau de roche. 18 octobre. Papa avait répondu, Brian, ta mère et moi voulons vous aider à réaliser ça. Considérez ça comme un cadeau de Noël anticipé pour Tyler et Sophie. 4 500 € multipliés par 4 personnes. Mes parents s'apprêtaient à dépenser 18 000 € pour la famille de Brian. 22 octobre. Message de maman, je viens de parler avec le complexe. Ils ont un forfait groupe pour 6 à 8 personnes. Pourquoi ton père et moi ne viendrions-nous pas aussi? Faisons un vrai voyage en famille. Et c'est là que quelqu'un aurait dû prononcer mon nom. Quelqu'un aurait dû demander si nous voulions venir. Quelqu'un aurait dû regarder les forfaits pour 10 personnes, au lieu de 8. Mais personne n'avait fait mention de nous. La conversation avait tout simplement continué sans nous, comme si nous n'existions pas. J'ai continué à faire défiler des semaines de messages d'organisation, que je n'avais jamais vus. Regardant ma famille s'enthousiasmer pour un voyage, dont je venais à peine d'apprendre l'existence. Personne ne m'avait jamais demandé si nous avions des projets. Nous n'existions tout bonnement pas dans cette histoire. Mais autre chose me dérangeait. L'excuse de la transition de carrière de Brian. J'ai ouvert LinkedIn et j'ai trouvé son profil. J'ai commencé à faire défiler ses publications récentes. 10 décembre, photo lors d'un événement de réseautage, dans la salle de bal d'un hôtel. Tisser des relations et développer l'entreprise. 3 décembre, dîner dans un steakhouse onéreux.
Conclut un partenariat prometteur aujourd'hui. 28 novembre, place premium dans un bar des sports. Work hard, play hard. Allez les pas. Je suis passé sur Instagram. Sa Corvette, le 14 décembre. Conduite thérapeutique du dimanche. Croisière dans le port, le 7 décembre. Finir la semaine en beauté. Transition de carrière. Période difficile. Incapable de se payer des vacances. Et pourtant, Brian avait les moyens de s'offrir des événements de réseautage, des dîners dans des steakhouse, des places premium pour des matchs, l'entretien d'une Corvette, et des week-ends en croisière. L'équation n'était possible que si l'on ajoutait une variable. Nos parents finançaient le tout. J'ai ouvert le fichier Excel que je tenais depuis un an. Interaction familiale 2023-2024.xlsx. 2 ans de schéma de comportement documenté. Thanksgiving 2023, papa a dit qu'il était trop stressé pour nous recevoir. Une semaine plus tard, il recevait la famille de Brian. Quand je l'avais appelé à ce sujet, il m'avait dit que le four de Brian était en panne. J'ai appris plus tard que c'était un mensonge. Pâques 2024, maman m'a demandé d'acheter un panier de Pâques à 300 € pour Tyler. J'ai envoyé une carte cadeau de 50 €. Sa réponse ? C'est tout ? Tu gagnes un salaire à 6 chiffres, Marcus. Le 10e anniversaire de Jake, le 12 juin, papa a eu un conflit d'horaire avec son travail. Il n'a pas pu venir. Le même jour, il a fait 2 heures de route pour assister au tournoi de foot de Tyler. En août, Brian m'a demandé de lui prêter 15 000 €. J'ai d'abord demandé à avoir un business plan. Il a fait le mort. Papa m'a appelé pour me dire que je compliquais la vie de la famille. Le schéma était indéniable. Les besoins de Brian passaient avant, toujours. Ses enfants étaient la priorité, toujours. Et ma famille était perpétuellement reléguée au second plan, censée se montrer compréhensive, et ne pas faire de vagues. Au cours de la semaine suivante, j'ai vu la conversation de groupe exploser d'excitation, tandis que je restais silencieux. Mercredi, Brian a posté « Tyler regarde des vidéos de tortues de mer sans arrêt ». Maman a répondu « Je prépare la crème solaire pour nos petits-enfants chéris ». Vendredi, Kelly a partagé une photo de Tyler et Sophie dans leur nouveau maillot de bain. La réponse de maman ? Mes magnifiques petits-enfants. J'ai tellement hâte de les voir barboter dans l'eau. Lundi, Brian a écrit « Jour J, 7 jours ». Maman, j'ai acheté des seaux pour le sable, des brassards, des kits de snorkeling. Tout pour Tyler et Sophie. Tout pour Tyler et Sophie. J'ai lu cela assis dans ma voiture au travail, sentant un froid m'envahir la poitrine. Ce soir-là, Emma est passée devant mon bureau alors que je fixais mon téléphone. « Papa, ça va ?» J'ai immédiatement refermé mon téléphone. Juste des trucs du boulot, ma chérie. Mais le problème n'était pas le boulot. Le problème, c'était que ses grands-parents organisaient des vacances élaborées pour ses cousins, et qu'il ne pouvait même pas prononcer son prénom. Mardi, veille de Noël, à 15 h de l'après-midi. Maman m'a envoyé un texto en privé. « Marcus, chéri, pourrais-tu arroser nos plantes pendant qu'on sera aux Bahamas ? La clé est sous le paillasson. Tu nous sauves la vie. Passe une bonne et tranquille semaine à la maison. Passe une bonne et tranquille semaine à la maison. » Elle présumait que je serais disponible. Elle présumait que je n'aurais rien de mieux à faire. Elle ne m'avait jamais demandé si j'avais des projets. Elle avait simplement pris sa décision. J'ai tapé en retour, bien sûr, maman. Je l'ai envoyé, puis j'ai reposé le téléphone. Je suis resté assis en silence pendant 5 minutes, sentant quelque chose basculer en moi. Quelque chose de froid, de clair, et de certain. J'ai repris mon téléphone, et j'ai lancé une recherche, forfait nouvel en resort de luxe à Dubaï. 10 minutes plus tard, Sarah est entrée dans mon bureau. Elle s'est arrêtée net en voyant l'écran de mon ordinateur portable. Je l'ai tourné pour qu'elle puisse voir. Burj Al Arab Jumeirah, Dubaï. Forfait famille pour le nouvel an, du 30 décembre au 4 janvier. Suite avec 2 chambres, club enfant, ski Dubaï, safari dans le désert, gala du nouvel an. Coût total, 18 500 €. Sarah s'est assise lentement. Marcus. Il dépense 18 000 € pour la famille de Brian, ai-je dit calmement. Pour des vacances qu'il ne peut pas se payer, et auxquelles nos enfants n'ont pas été invités.
C'est une question de vengeance, a dit Sarah, testant les mots. Non. Il s'agit de montrer à Jake et Emma qu'ils comptent. De leur apprendre que leur valeur ne dépend pas de la décision arbitraire de quelqu'un d'autre, sur qui a le droit d'être inclus. Nous en étions restés là pour la soirée, ayant tous les deux besoin de temps pour y réfléchir. Mais le soir de Noël, après que les enfants se soient endormis, nous nous sommes retrouvés à la table de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert entre nous. « Répète-moi ça encore une fois », a demandé Sarah. Et j'ai entendu à sa voix qu'elle envisageait sérieusement l'idée. 4 500 € par personne, multiplié par 4 personnes, ça fait 18 000 €. Papa paie pour Brian. Pendant ce temps-là, nous avons 87 000 € d'économie. Nous gagnons 230 000 € de revenus annuels combinés. Nous sommes financièrement stables. Nous épargnons de manière responsable depuis des années. Et nous n'avons pas été invités. Sarah a tiré l'ordinateur portable vers elle, lisant les détails du forfait. Qu'est-ce qui est inclus? Une suite de 2 chambres, 5 nuits, un club pour enfants, ski Dubaï, c'est-à-dire du ski en salle dans le désert, un safari dans le désert, un dîner de gala pour le Nouvel An, avec les feux d'artifice de la Burj Khalifa, une plage privée. Et le service d'un majordome. Jake demande depuis un moment quand on pourra partir en vraies vacances, a dit doucement Sarah. Emma parle encore du voyage à la plage que sa grand-mère lui avait promis un jour, il y a 2 ans. Ce n'est pas une simple plage, ai-je dit. C'est mieux. Tu vas prévenir tes parents avant qu'on parte? Non. Ils ne nous ont pas demandé si on avait des projets. Ils ont présumé qu'on n'en avait pas. Je vais les laisser continuer à le présumer. Sarah a cherché ses mots. C'est de bonne guerre. Elle a terminé sa phrase avec un léger sourire. Ils t'ont appris ce qu'étaient les priorités. Tu as retenu la leçon. Elle a regardé l'écran une dernière fois. Nos enfants méritent ça. Pas parce que c'est cher, mais parce qu'on fait de notre priorité numéro 1. J'ai déplacé le curseur de la souris sur réservé maintenant, le laissant flotter, nous accordant à tous les deux une dernière chance de reculer. Mon téléphone a vibré. Un texto de papa. Marcus, nous partons dimanche matin. La clé pour les plantes est sous le paillasson. Merci pour ton aide, pendant que nous allons nous forger des souvenirs inoubliables en famille aux Bahamas. Se forger des souvenirs inoubliables en famille. J'ai regardé Sarah. Elle m'a regardé. Réserve, a-t-elle dit, sa voix dure comme de l'acier. J'ai cliqué sur le bouton. La page de confirmation est apparue. Votre extraordinaire expérience à Dubaï vous attend. Réservation confirmée. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai enregistrée sur mon téléphone, et j'ai fermé l'ordinateur portable. Je n'ai pas répondu au texto de mon père. Mon père m'avait appris que la famille passait avant tout. Il m'avait enseigné l'importance des priorités, de la loyauté, et du fait d'être présent pour ceux qu'on aime. Il n'avait juste jamais précisé de quelle famille il parlait. Et je venais de choisir la mienne. Le lendemain de Noël, j'ai assis Jake et Emma à la table du petit déjeuner, avec Sarah à mes côtés. J'ai vu leur visage passer de la curiosité, à la stupeur, puis à l'extase absolue, en l'espace de 90 secondes environ. Nous vous avons préparé une surprise, leur ai-je dit. Un voyage pour le Nouvel An. Et quand j'ai prononcé le mot au Dubaï, le visage de Jake est devenu vide de confusion, car il n'avait aucune idée d'où c'était, ni pourquoi c'était important. Sarah a sorti des photos sur son téléphone, et c'est là que tout a basculé. Le Burj Khalifa est apparu à l'écran. Cette impossible aiguille de verre et d'acier, s'élevant dans le ciel. Les yeux de Jake se sont écarquillés. C'est le plus haut bâtiment du monde, a expliqué Sarah. C'est là qu'on va. Puis elle a balayé vers la photo suivante, une piste de ski en salle, avec de la vraie neige et des pingouins. Les 2 enfants ont explosé de joie simultanément, avec un seul mot, prononcé comme un cri, des pingouins. Les explications ont jailli rapidement après cela. Un vol de 14 heures. Le Moyen-Orient, une ville dans le désert avec du ski en salle, des plages, et le plus haut bâtiment que l'humanité ait jamais construit. Jake posait des questions plus vite que nous ne pouvions y répondre, et Emma était déjà en train de prévoir quelle peluche elle allait emporter. Mais elle s'est arrêtée au milieu d'une phrase, et a posé la question que je redoutais. Est-ce qu'on peut le dire à grand-mère et grand-père? J'ai échangé un coup d'œil rapide avec Sarah, avant de répondre. Pas encore, mon cœur.
C'est la surprise spéciale de notre famille, juste pour nous. Pourquoi on ne peut pas, a insisté Emma. Parce qu'à 7 ans, on ne comprend pas les complications des adultes. On ne saisit pas les politiques du silence, de l'exclusion, et des réponses calculées. Parce que c'est quelque chose que l'on fait ensemble, rien que nous 4, a dit doucement Sarah. Et j'ai entendu qu'elle choisissait chaque mot avec soin. Jake, qui était resté silencieux pendant cet échange, est intervenu avec une question qui montrait qu'il comprenait bien plus de choses qu'Emma. Donc, on a notre propre voyage. Comme nos propres vacances en famille. Oui, ai-je confirmé. Et j'ai vu quelque chose s'installer sur son visage. Une forme de compréhension. Il a saisi que ce n'était pas de simples vacances. C'était une déclaration. Bien qu'il ne puisse probablement pas expliquer exactement de quelle sorte de déclaration il s'agissait. Le lendemain, nous sommes allés faire les boutiques. Je me suis retrouvé dans des magasins de vêtements pour enfants et des boutiques d'équipements de plein air, d'une manière que je n'avais plus connue depuis des années. Parce que d'habitude, nous faisions attention à l'argent. D'habitude, nous comparions les prix, attendions les soldes, et faisions des choix pratiques. Mais cet après-midi-là, quand Emma a tenu une robe d'été, en demandant si elle pouvait l'avoir, Sarah lui a dit d'en prendre 2. Le visage d'Emma s'est illuminé, comme si on venait de lui offrir le monde. À la caisse, le total s'est élevé à 287 € pour des vêtements que nous ne porterions qu'une seule semaine. Et j'ai tendu ma carte de crédit, sans même regarder le ticket de caisse. Sans faire ce calcul mental que je faisais d'habitude, sur le coup par port, ou pour savoir si nous pourrions trouver l'article moins cher en ligne. La vendeuse avait demandé si nous prévoyions d'aller dans un endroit chaud. Quand j'ai répondu Dubaï, son visage a affiché ce genre spécifique de surprise impressionnée, qui m'a fait réaliser que nous faisions quelque chose d'inhabituel. Quelque chose qui méritait d'impressionner. Jake est immédiatement intervenu avec enthousiasme. On va faire du ski avec des pingouins. La vendeuse a ri, et a fait une remarque sur le fait que Ski Dubaï était incroyable. À cet instant, en regardant l'excitation de mon fils à raconter nos projets à une inconnue, j'ai eu la certitude que nous avions fait le bon choix. Sur le trajet du retour, Emma a déclaré que c'était la meilleure surprise du monde. Jake a demandé une fois de plus s'il pouvait le dire à grand-mère. Une question que j'ai esquivée, en lui disant qu'il pourrait lui dire une fois que nous serions arrivés. Cela a semblé le satisfaire, même si je savais que la vraie réponse était bien plus complexe que ça. Pendant que nous faisions les courses, planifions et préparions nos bagages, la conversation de groupe familial explosait de messages que je lisais, mais auxquels je ne répondais jamais. Le samedi matin a commencé tôt, avec le message de maman sur « plus qu'un dodo », suivi immédiatement par Brian, disant que Tyler n'avait pas fermé l'œil de la nuit à cause de l'excitation. Les messages sont arrivés par vagues tout au long de la journée, chacun étant un petit rappel des vacances auxquelles je n'étais pas invité. Les souvenirs de famille planifiés sans nous. Dans l'après-midi, Brian avait posté une photo de leurs valises et de leurs jouets de plage, tous emballés et prêts. Maman avait fait un commentaire sur le fait que Tyler et Sophie étaient gâtés, bien qu'elle l'ait dit avec une fierté évidente, plutôt que comme une critique. Papa était intervenu avec cette fameuse phrase de grands-parents, disant que « gâter les enfants, c'est le rôle des grands-parents ». Je l'avais lu, assis dans mon salon, pendant que mes propres enfants jouaient à l'étage, me demandant s'il avait déjà ressenti ça envers Jake et Emma. La soirée a apporté son lot de messages similaires. Kelly a annoncé que les enfants s'étaient enfin endormis, après avoir été trop excités pour se reposer. Maman a dit qu'elle n'arriverait peut-être pas à dormir non plus. Brian a remercié une nouvelle fois nos parents, disant que cela signifiait beaucoup. Et personne, dans tout ce fil de 19 messages, n'a mentionné mon nom ou ma famille. Ni n'a reconnu notre absence d'aucune manière. Sarah m'avait surpris en train de fixer mon téléphone ce soir-là, et m'a demandé si j'allais bien. J'ai répondu que oui. Lorsqu'elle m'a demandé si j'étais sûr de ce que nous faisions, je lui ai répondu « absolument ». Et je le pensais vraiment. Chaque message dans cette discussion de groupe, chaque mise à jour excitée sur Tyler et Sophie, chaque commentaire sur les « petits-enfants chéris » qui excluaient mes propres enfants. Tout cela me confortait dans l'idée que nous faisions le bon choix. Cette nuit-là à 22 h, alors que j'aurais dû dormir avant notre départ matinal, maman m'a envoyé un texto privé avec les instructions pour l'arrosage de ses plantes. Elle les avait laissées sur le comptoir de la cuisine, disait-elle. Je devais passer 2 fois pendant leur absence. Elle a terminé son message en me disant de passer une bonne et tranquille semaine à la maison.
Comme si c'était déjà acté. Comme si elle avait lu dans l'avenir, et m'avait vu assis chez moi, sans rien de mieux à faire que de prendre soin de ses orchidées. J'ai tapé 6 mots en retour. Passez un bon voyage, maman. Je ne l'ai pas détrompée. Je n'ai pas mentionné Dubaï, ni nos vols, ni cet hôtel en forme de voile. J'ai juste envoyé ces 6 mots, reposé mon téléphone, et senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Un sentiment froid, certain et d'un calme absolu. 24 heures plus tard, nous étions partis. Le réveil a sonné à 4h30 le dimanche matin. La maison était encore plongée dans l'obscurité, lorsque j'ai commencé à charger les valises dans le SUV. Jake et Emma étaient endormis, mais trop excités pour se plaindre, emmitouflés sur la banquette arrière avec des coussins de voyage et des couvertures. Sarah a conduit pendant que je m'installais sur le siège passager, regardant Boston se réveiller autour de nous, sachant qu'au moment où le soleil serait complètement levé, nous serions dans les airs. L'aéroport international de Logan, à 5h30 du matin, dégageait cette étrange énergie silencieuse des gens en partance. Tout le monde se déplaçait avec détermination dans le terminal. Le comptoir d'enregistrement d'Emirates a traité nos passeports efficacement. Quand l'agente a vu notre destination, elle nous a adressé ce sourire professionnel qui semblait pourtant sincère. Dubaï pour le nouvel an. Vous allez adorer. La classe affaires est confirmée. Porte C42. Les cartes d'embarquement qu'elle nous a tendues arboraient des logos Emirates dorés. Les enfants ont chacun reçu une trousse de confort qu'ils ont immédiatement ouverte. Ils y ont trouvé des masques de sommeil, des chaussettes, des cahiers de coloriage, et de petits articles de toilette qui leur donnaient l'impression d'être des adultes bénéficiant d'un traitement de faveur. À 6h45, nous étions dans le salon premium d'Emirates. Jake et Emma s'amusaient dans l'air de jeu pendant que Sarah lisait un magazine. Je me tenais près des vitres, observant les normes A380 qu'on préparait pour notre vol. C'est à ce moment-là que j'ai pris la photo. Les silhouettes de Jake et Emma, se découpant sur la vitre, avec l'empennage distinctif de l'avion visible derrière eux, et le lever du soleil peignant le ciel de nuances roses et dorées. J'ai soigneusement rédigé la légende, début d'une nouvelle aventure. J'apprends à mes enfants que la famille crée ses propres traditions. La famille avant tout Dubaï. J'ai laissé mon doigt planer au-dessus du bouton publier pendant un instant, m'accordant une dernière chance de renoncer. Sarah est arrivée derrière moi et m'a demandé, « Tu vas vraiment faire ça ?» Ils ont posté 19 messages sur leur séjour à la plage, ai-je répondu. 19 messages sur leur excitation, sur à quel point ça allait être spécial, et sur la joie des petits-enfants. Ceci n'est qu'une seule publication. Juste une photo de mes enfants. J'ai appuyé sur publier, me suis assuré que les paramètres de confidentialité étaient sur public, puis j'ai immédiatement mis mon téléphone en mode avion. Sarah m'a demandé si j'allais surveiller les réactions, et je lui ai répondu, pas avant 14h. Car peu importe ce qui allait se passer dans la discussion de groupe, peu importe les messages envoyés ou la panique qui s'installerait, je n'avais pas besoin de le voir avant d'être à Dubaï. Avant que la décision ne soit irrévocable et accomplie. Le vol en lui-même a surpassé toutes les promesses du site web. Des cabines privées en classe affaires qui se transformaient en lit plat. Des agents de bord qui ont offert aux enfants des pyjamas, des pantoufles, et des dromadaires en peluche à garder. Emma a demandé avec une incrédulité sincère si elle pouvait vraiment garder le dromadaire, comme si ça pouvait être une ruse. Et lorsque l'hôtesse lui a confirmé que c'était le sien, Emma l'a serré contre elle comme un véritable trésor. Jake a découvert que son siège se transformait en lit, et a déclaré que c'était le meilleur avion de tous les temps. Après le décollage, le service de repas a commencé, avec des coupes glacées pour les enfants. Lorsqu'ils ont découvert que le système de divertissement proposait plus de 1000 films, leur excitation a atteint un tel sommet que les autres passagers souriaient face à leur enthousiasme. À mi-vol, alors que Jake et Emma dormaient sur leur lit à l'horizontale, et que Sarah somnolait à mes côtés, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Mon esprit ne cessait d'imaginer ce qui se passait probablement à Nassau à cet instant même. L'atterrissage de ma famille, leur enregistrement à l'hôtel. Quelqu'un voyant ma publication sur Instagram. La réalisation se propageant que je n'étais pas à la maison en train d'arroser les plantes, mais que j'avais emmené ma propre famille en vacances sans prévenir personne. J'ai désactivé le mode avion. Le téléphone s'est connecté au Wi-Fi. Et pendant un instant, rien ne s'est passé. Puis, les notifications ont commencé. Une véritable avalanche. 62 SMS, 29 appels manqués,
et un Instagram complètement en ébullition avec des commentaires et des réactions. J'ai fait défiler les textos par ordre chronologique, observant la panique se déployer en temps réel. Maman à 9h15, Marcus, où allez-vous? Un ton désinvolte, curieux. Peut-être pensait-elle que j'avais posté une ancienne photo, ou que je parlais de projets futurs. Maman à 9h30, tout en majuscule, Marcus répond à TON téléphone. Moins désinvolte maintenant. L'inquiétude qui s'installe. Papa à 9h45. Direct et en colère. Appelle-moi immédiatement. Brian à 10h. Juron inclus. T'es putain de sérieux là. Maman à 10h30. La réalité frappant de plein fouet. Tu étais censé surveiller notre maison. Papa à 11h15. Il faut qu'on parle maintenant. Brian à midi. Ramenant tout à lui-même. Belle façon de gâcher notre voyage en famille. Il y en avait d'autres. Des dizaines d'autres variations sur le thème du choc, de la colère et de la trahison. Et je les ai tous lus avec ce même calme glacial, que je ressentais depuis le soir de Noël. Sarah s'était réveillée, m'avait vu lire et m'a demandé, c'est grave à quel point? C'est ce à quoi je m'attendais, lui ai-je répondu, et c'était vrai. Je savais que ça allait déclencher une explosion. C'était en partie le but. Tu vas répondre? Pas avant qu'on atterrisse, ai-je dit. Et j'ai remis le téléphone en mode avion avant de le ranger. Parce que peu importe ce qu'ils ressentaient en ce moment, peu importe la panique, la colère ou la blessure qui se répandait dans leurs vacances aux Bahamas, ils devraient vivre avec pendant encore 6 heures, jusqu'à ce que nous nous posions à Dubaï. J'ai regardé Jake et Emma, tous deux dormant paisiblement avec leur dromadaire en peluche coincé sous le bras, le visage détendu et heureux. Et j'ai de nouveau ressenti cette froide certitude. Ils ne connaissaient rien des SMS, du drame familial, ou de la déclaration que faisaient leurs parents. Ils savaient juste qu'ils allaient dans un endroit spécial. Un endroit pour lequel ils avaient été choisis. Un endroit qui les faisait se sentir valorisés, importants, et prioritaires. Quelque part au-dessus de l'océan Atlantique, à 10 000 mètres d'altitude et à 7 heures de notre destination, ma famille restée aux Bahamas découvrait que je n'étais pas à la maison. Que je n'étais pas disponible. Que je n'étais pas resté sagement à les attendre. Ils apprenaient que l'exclusion a des conséquences. Que le silence peut être une réponse. Et que si vous n'invitez pas quelqu'un à votre table, il pourrait bien construire la sienne. Et je donnais à mes enfants une leçon, que mon père n'avait jamais eu l'intention d'enseigner. Une leçon sur les priorités, les choix, et ce que cela signifie quand on décide de qui compte le plus. Quand vous n'êtes pas invité à la table, vous ne suppliez pas pour avoir une chaise. Vous construisez votre propre table. Vous créez vos propres traditions. Vous choisissez votre propre famille, même si cette famille est celle que vous avez déjà. Celle qui a attendu, depuis toujours, d'être choisie en premier. L'avion a entamé sa descente dans l'obscurité en direction de Dubaï. J'ai observé Jake et Emma, collés au hublot, tandis que la ville se dévoilait sous nos yeux, comme une sorte de circuit imprimé prenant vie. La ligne d'horizon s'étendait dans toutes les directions. Les autoroutes étaient illuminées comme des artères incandescentes. Et puis, le Burj Khalifa est apparu. Cette impossible pointe de lumière surgissant du désert. Des écrans LED dévalaient ses façades en cascade de motifs changeants. Le visage d'Emma respirait l'émerveillement absolu lorsqu'elle s'est tournée vers moi, et a déclaré que cela ressemblait à une ville de vaisseaux spatiaux. Et je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas tort. Les douanes ont traité nos passeports rapidement, les tampons s'abattant sur des pages vierges. Lorsque nous avons débouché dans le hall des arrivées, un chauffeur en chemise blanche impeccable tenait une pancarte avec notre nom, et le logo de l'hôtel. Le trajet depuis l'aéroport a duré 30 minutes le long de la route Sheikh Zayed. Une autoroute à 8 voies, bordée de gratte-ciel semblant rivaliser pour attirer l'attention. Chacun était recouvert d'écrans LED, diffusant des publicités, des œuvres d'art et des motifs, qui donnaient l'impression que la ville entière était vivante. Ensuite, nous avons bifurqué sur une chaussée s'avançant dans le golfe Persique. Et le Burj Al Arab s'est dressé devant nous. Cette silhouette distincte en forme de voile que j'avais vue en photo, mais qui semblait complètement différente en vrai. Des lumières dorées et violettes illuminaient sa structure blanche. Emma a demandé avec une incrédulité sincère, si c'était vraiment notre hôtel. Le chauffeur a souri dans le rétroviseur, et nous a répondu que c'était l'hôtel le plus luxueux au monde. J'ai regardé le visage de mes enfants assimiler cette information.
réaliser que ce n'était pas de simples vacances. Que c'était quelque chose d'extraordinaire. Un homme en tenue traditionnelle blanche nous a accueillis dans le hall, avec le genre de courbette qui rendait évident qu'il ne s'agissait pas d'un processus d'enregistrement classique. Il s'est présenté sous le nom de Rachid, notre majordome personnel pour la durée de notre séjour. Et quand j'ai répété ces mots avec une pointe de surprise dans la voix, il a simplement répondu, bien sûr, comme si avoir un majordome était la chose la plus naturelle du monde. L'ascenseur privé s'est élevé jusqu'au 18e étage et s'est ouvert directement dans notre suite. 200 mètres carrés d'espace, qui faisait paraître le rez-de-chaussée de notre propre maison bien modeste en comparaison. Des baies vitrées du sol au plafond, montraient le golfe Persique s'étirant jusqu'à l'horizon, avec les lumières de la côte de Dubaï visibles au loin. La chambre des enfants disposait de lits superposés sur mesure, et d'une PlayStation 5 déjà installée. La chambre principale possédait un balcon surplombant l'eau. La salle de bain en marbre était plus grande que la plupart des chambres d'hôtel où j'avais séjourné, équipée d'un jacuzzi pouvant accueillir notre famille entière. Emma s'est arrêtée au milieu du salon, tournant lentement sur elle-même pour tout observer, et a demandé si c'était vraiment notre chambre. Rachid l'a corrigé doucement, expliquant qu'il s'agissait de notre suite. Jake a couru vers les fenêtres en criant qu'il pouvait voir l'océan. Sarah s'est tenue à mes côtés et m'a chuchoté que cela dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Je lui avais dit que nos enfants méritaient de se sentir spéciaux, et je le pensais. Mais debout là, dans cette suite, avec les lumières de la ville en contrebas, et les visages de ma famille rayonnant de pure joie, je sentais aussi le poids de ce que nous faisions. La portée de notre déclaration. Et les conséquences qui étaient probablement déjà en train de se dérouler, à des milliers de kilomètres de là. J'avais gardé mon téléphone éteint depuis le vol, le laissant dans le noir et le silence pendant que nous découvrions Dubaï. Mais ce soir-là, après que les enfants se soient enfin effondrés à cause de l'épuisement et du décalage horaire, je l'ai allumé, enfermé dans la salle de bain. Les messages ont afflué immédiatement, une cascade de notifications qui a fait vibrer l'appareil en continu pendant près de 30 secondes. Papa, à 22h, heure de la côte est, tout en majuscule. Marcus, où es-tu? Maman, 15 minutes plus tard. S'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas à Dubaï. Brian, à 1h30 du matin. T'es incroyable. Papa, encore, à 1h45 du matin, menaçant d'appeler la police si je ne répondais pas immédiatement. Ce qui m'a sincèrement fait rire. Que allait-il signaler, exactement? Que son fils adulte était parti en vacances sans sa permission? J'ai montré les messages à Sarah. Elle m'a demandé si j'allais les appeler. Je lui ai dit, demain. Car la discussion que nous devions avoir, quelle qu'elle soit, pouvait bien attendre que j'ai passé une nuit complète de sommeil, et que les enfants aient profité d'au moins une journée entière de ce voyage. J'avais un autre projet pour demain matin, et il n'incluait pas de conversation téléphonique défensive avec mon père. Le restaurant s'appelait Al-Mata'a, ce qui, d'après les explications de Rachid, signifie le plus haut en arabe. Il était situé à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, offrant une vue imprenable sur le Palm Jumeirah et l'ensemble de la côte de Dubaï. Jake et Emma avaient été frappés d'un mutisme temporaire, impressionnés par les baies vitrées et par la vue plongeante, sur la courbure de l'archipel artificiel sous nos pieds. Le pain perdu est arrivé, saupoudré de ce qui ressemblait à des paillettes d'or. Jake l'a tâté avec méfiance, avant de demander si le sirop contenait réellement de l'or. J'ai confirmé qu'il s'agissait de véritables flocons d'or 24 carats. Comestibles, totalement inutiles, et représentatifs de l'excès qui faisait la réputation de cet endroit. Emma a gloussé, proclamant qu'elle mangeait de l'or. J'ai pris une photo de deux avec leur petit déjeuner doré, l'impressionnante vue en arrière-plan. La légende s'est écrite d'elle-même, petit déjeuner avec vue à Dubaï. J'apprends à mes enfants qu'ils valent leur pesant d'or. Parfois, les meilleures traditions familiales sont celles qu'on crée soi-même. J'ai mis la publication en public, j'ai identifié le lieu, et en moins de 5 minutes, j'ai récolté 47 j'aime, et des commentaires de membres de ma famille élargie, dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Tante Carole, la sœur de ma mère, qui avait toujours été la voix de la raison, a commenté avec enthousiasme, trouvant l'endroit incroyable. Ma cousine Jennifer a voulu savoir comment nous avions atterri à Dubaï. L'oncle Rob a qualifié le Burj Al Arab des hôtels à faire une fois dans sa vie et nous a dit tant mieux pour vous. Le soutien de la famille élargie était immédiat et sincère, et j'ai senti que le récit était en train de changer de cap. L'histoire s'éloignait du drame de mon propre cercle familial, pour devenir quelque chose de plus grand.
10 minutes après ma publication, mon téléphone a sonné. C'était le numéro de mon père. J'ai décroché en le mettant sur haut-parleur, avec un faible volume, pour que les enfants n'entendent pas. Sarah s'est approchée pour écouter. Sa voix est sortie, étranglée par la colère. Il m'a demandé si je me rendais compte de ce que je venais de faire. J'ai gardé mon calme et je lui ai demandé comment se passait son séjour aux Bahamas. La question l'a déstabilisé un instant, avant qu'il ne se reprenne pour exiger de savoir où j'étais, et ce que je faisais là-bas. Je lui ai donné des réponses simples et factuelles, ce qui a semblé le mettre encore plus en colère. Des vacances à Dubaï. Notre voisine, Linda, gérait les plantes. Il a tenté de me faire valoir que maman avait présumé que je serais à la maison. Je lui ai fait remarquer qu'elle avait présumé sans demander. Exactement comme il avait présumé que je n'avais aucun projet pour le nouvel an, lorsqu'il avait réservé un voyage qui excluait ma famille. Cela l'a amené sur le terrain du manque de place, ce qui m'a offert l'ouverture dont j'avais besoin. J'ai demandé s'il s'agissait réellement d'une contrainte d'espace, ou d'une contrainte de priorité. Quand il a demandé ce que je voulais dire, j'ai fait le calcul. Forfait 8 personnes. Notre famille en comptait 10. Ils auraient pu chercher des forfaits plus grands, mais avaient choisi de ne pas le faire. Lorsqu'il a protesté que cela coûtait plus cher, j'ai glissé que notre voyage avait coûté 18 500 €. Manifestement, l'argent n'était pas le vrai problème. Le silence à l'autre bout de la ligne a duré peut-être 3 secondes, avant qu'il ne change de stratégie, qualifiant mon comportement de déplacé, affirmant que j'étalais mon luxe, pendant que Brian galerait. Je lui ai demandé calmement, avec quoi Brian galerait-il exactement? Étant donné que ses réseaux sociaux affichaient des réunions clients, et des dîners hors de prix. Papa l'a défendu en parlant de « réseautage ». Je lui ai demandé avec l'argent de qui. Et la conversation a dégénéré à partir de là. Il a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas de Brian, et j'ai convenu qu'il s'agissait de priorité. Il a prétendu qu'il ne nous avait pas exclus. Je lui ai expliqué la logique de réserver pour 8 quand on est 10. Il a dit que nous aurions dû nous montrer compréhensifs. Je lui ai répondu que comprendre ne signifie pas accepter. Et puis, il a fait l'erreur qui m'a offert exactement ce dont j'avais besoin. Il a exigé de savoir pourquoi je ne leur avais pas dit que je partais quelque part. Pourquoi je ne leur avais pas demandé s'ils voulaient venir avec nous. L'absurdité de la question a plané dans l'air un instant, avant que je ne lui demande de clarifier. Il avait réellement affirmé que j'aurais dû leur demander s'ils souhaitaient se joindre à mon voyage. Je le lui ai fait répéter lentement, m'assurant d'avoir bien compris, il pensait que j'aurais dû les inviter à des vacances, dont ils ignoraient même l'existence. C'est là que j'ai lâché la réplique que je préparais. Celle qui lui renvoyait sa propre logique en pleine figure. Je ne t'ai pas exclu, papa. Je ne t'ai tout simplement pas inclus. Il y a une différence. Le silence a été plus long cette fois. Quand il a protesté que c'était la même chose, je lui ai demandé si c'était cette logique-là, qu'il avait appliquée pour les Bahamas. Il a essayé d'insister sur le fait que c'était complètement différent. J'ai demandé comment. Il a dit que Brian avait besoin de ce voyage, et j'ai répliqué que mes enfants avaient besoin de se sentir valorisés. Et que nous avions tous deux fait des choix, basés sur nos priorités respectives. Il m'a traité d'immature. Je lui ai dit que je l'étais peut-être, mais qu'au moins, Jake et Emma ne passeraient pas leur enfance à se demander pourquoi grand-père ne les aimait pas. Il a dit que ce n'était pas juste. J'ai répondu que de les exclure n'était pas juste non plus. Il a déclaré que nous aurions une sérieuse conversation à leur retour. Et je lui ai répondu que je l'attendais avec impatience, avant de raccrocher. Sarah m'a regardé longuement après que j'ai mis fin à l'appel. J'ai vu quelque chose dans son expression, un mélange d'inquiétude et de fierté. Elle n'a prononcé qu'un seul mot, brutal. Je lui ai dit que c'était nécessaire, et elle ne m'a pas contredit. L'après-midi, nous sommes allés à Ski Dubaï. Cela reste l'une des expériences les plus surréalistes de ma vie. Passer de 38 degrés Celsius en extérieur, à une piste de ski climatisée, où de la vraie neige tombait du plafond, et où des pingouins se dandinaient dans un enclos spécialement conçu pour eux. Emma était sous le charme des pingouins. Elle s'était agenouillée pour laisser l'un d'eux inspecter sa botte. J'ai filmé toute la scène, l'écoutant murmurer à Monsieur Waddles, comme s'il partageait un secret. Jake s'est mis au ski avec une aisance inattendue. Il a dévalé la piste pour débutants sans tomber une seule fois,
l'instructeur louant son équilibre. J'ai pris une photo de lui en bas de la piste, les bras levés en signe de victoire. Je l'ai publié avec une légende, sur « ces moments qui n'ont pas de prix ». Puis j'ai ajouté entre parenthèses « mais qu'on a quand même payé ». Sarah a ri en lisant ça. La soirée du réveillon du Nouvel An est arrivée avec cette énergie si particulière, propre aux célébrations très attendues. À 18h, nous étions tous en tenue de soirée. Emma dans une robe dorée qui la vieillissait soudainement d'un coup. Jake dans un petit costume qu'il avait d'abord rechigné à porter, mais qu'il arborait désormais avec une fierté non dissimulée. Sarah dans une robe de soirée qui m'a coupé le souffle. Et moi, dans un smoking loué spécialement pour l'occasion. J'ai pris une photo de famille dans la suite, avec le Burj Khalifa visible par la fenêtre derrière nous. Les lumières de la ville créaient une toile de fond aux allures presque irréelles. Puis, je me suis assis pour rédiger la légende qui servirait de déclaration finale pour ce voyage. Il m'a fallu 10 minutes, et 3 réécritures complètes, avant de trouver quelque chose qui me paraisse juste. La publication parlait de ce que cette année m'avait appris. Sur le fait que la famille ne se définit pas par le sang, mais par ceux qui sont là pour vous. Par ceux qui font de vous une priorité, plutôt qu'une réflexion après coup. J'y mentionnais mes enfants me demandant pourquoi ils n'avaient pas été invités, et moi leur répondant que nous n'attendions pas les invitations. Nous créons notre propre magie. J'ai remercié Sarah d'avoir cru en ce projet. J'ai dit à Jake et Emma qu'ils étaient valorisés, aimés, et qu'ils se suffisaient à eux-mêmes. J'ai conclu par un message à l'attention de tous ceux qui regardaient, la valeur d'une personne ne se détermine pas par l'exclusion dont elle fait l'objet de la part d'autrui. Sarah l'a lu par-dessus mon épaule, prédisant que ça allait faire l'effet d'une bombe. J'ai reconnu qu'elle avait probablement raison. Et quand elle m'a dit que ma famille allait perdre la tête, je lui ai fait remarquer qu'il l'avait déjà perdue. Alors, que représentait une publication de plus? J'ai appuyé sur le bouton, et je l'ai vu être publié en ligne. Notre photo de famille et mes mots, soigneusement choisis, étaient maintenant publics et permanents. 2 heures plus tard, nous étions au bar Skyview, avec les horloges de compte à rebours bien en vue, le Burj Khalifa scintillant de l'autre côté de l'eau, et les équipes d'artificiers s'affairant sur les plateformes d'observation, en préparation de minuit. Jake et Emma buvaient du cidre pétillant dans des flûtes à champagne, pendant que Sarah et moi savourions le vrai. Emma a déclaré que c'était « le meilleur nouvel an du monde », avec cette certitude dont seuls les enfants de 7 ans sont capables. Mon téléphone vibrait dans ma poche sans interruption depuis 20 minutes. Les notifications s'accumulaient. De la famille, des amis, et des gens du lycée dont je me souvenais à peine, réagissaient à la publication. Sarah m'a demandé si j'allais vérifier mon téléphone, et je lui ai répondu « demain ». Tout ce qui se passait dans l'espace numérique pouvait bien attendre jusqu'à après minuit. Jusqu'à ce que nous ayons fait le décompte ensemble, regardé les feux d'artifice, et marqué ce moment comme étant le nôtre. Le compte à rebours a commencé, tout le bar s'est joint au chœur. Les voix s'élevaient en plusieurs langues. Emma a insisté pour que l'on compte avec tout le monde. Alors on l'a fait. Nos voix se sont mêlées aux autres. 10, 9. 8 de plus en plus fort à chaque chiffre. 7, 6. 5 la voix d'Emma s'élevant au-dessus de la foule. 4, 3. 2. Je regardais ma famille. Tous souriants, heureux et se sentant valorisés. Exactement ce que j'avais espéré. Un « bonne année » a jailli de centaines de gorges simultanément, et le feu d'artifice a commencé. Des explosions dorées et argentées en cascade sur le Burj Khalifa, selon des motifs qui semblaient chorégraphiés sur la musique, diffusée par les haut-parleurs. Mon téléphone continuait de vibrer dans ma poche, rempli de messages que je ne lirais pas avant le lendemain. Des réactions que je n'avais pas besoin de voir à l'instant présent. Le drame familial pouvait attendre, pendant que je me tenais aux côtés de ma véritable famille, regardant le ciel s'illuminer au-dessus de Dubaï. Mon père m'avait appris que la famille impliquait des sacrifices. Et sur ce point, il avait raison. J'ai réalisé qu'il n'avait juste jamais précisé ce qu'il fallait sacrifier, ni pour qui il fallait le faire. J'avais choisi de sacrifier son approbation. Son confort. Ses présomptions concernant ma disponibilité et ma soumission. J'avais troqué sa tranquillité d'esprit contre le bonheur de mes enfants. L'harmonie de ses vacances familiales, contre le sentiment de mes enfants d'être valorisés, choisis, et aimés en premier. Un échange équitable. Nous avons atterri à Logan le vendredi après-midi. Jake et Emma étaient épuisés,
mais rayonnait de cette lumière si particulière, qui émane de ceux ayant vécu une expérience extraordinaire. Jake portait son nouveau t-shirt Burj Khalifa, et a demandé quand nous pourrions y retourner, avant même que nous n'ayons passé la douane. Emma serrait fort Monsieur Waddles, son dromadaire en peluche offert dans l'avion. Elle voulait savoir s'il pourrait l'accompagner à l'école, pour la séance de « Montre et raconte » du lundi. À 17h30, nous étions à la maison. L'endroit était exactement comme nous l'avions laissé. Les plantes étaient arrosées et en bonne santé, grâce à notre voisine Linda. Mon téléphone affichait 57 nouveaux messages et 33 appels manqués. Je les ai parcourus pendant que Sarah défaisait les valises, et que les enfants éparpillaient leurs souvenirs dans le salon, comme s'ils s'appropriaient les lieux. Le message de papa était direct. Ils atterrissaient le lendemain à 10h, seraient chez nous à 11h, et nous devions parler. Celui de maman prenait plutôt un ton suppliant. Elle demandait à me voir en face pour régler le problème. Celui de Brian dégoulinait de ressentiment. Il me remerciait avec sarcasme, d'avoir fait tourner leurs vacances autour de ma personne. Mais il y en avait aussi un de tante Carole. Elle me disait de ne pas les laisser me culpabiliser. J'en ai fait une capture d'écran que j'ai sauvegardée. Sarah avait relevé la tête de sa valise à demi déballée. Elle a demandé si j'étais prêt pour demain, à 11h. Je lui ai répondu que j'avais 18h pour me préparer. Ce qui était loin d'être suffisant, mais je devrais faire avec. Ils sont arrivés à leur pile. Papa et maman, debout sur le pas de la porte, affichaient des bronzages des Bahamas, et des rides de stress qui n'étaient pas là avant le voyage. Nous avions envoyé Jake et Emma chez la mère de Sarah. Parce que quelle que soit la conversation qui allait avoir lieu, ce n'était pas quelque chose dont ils avaient besoin d'être les témoins, ni le fardeau à porter par la suite. Le salon s'est transformé en théâtre d'affrontement. Eux, installés sur le canapé, et nous, dans les fauteuils en face. Les souvenirs de Dubaï étaient bien visibles sur la table basse, telles les pièces à conviction d'un crime. Papa a attaqué en abordant ma publication Instagram. Celle où j'expliquais que les liens du sang ne faisaient pas la famille. Il m'a demandé comment je pouvais les faire passer pour de si mauvais parents, aux yeux de toutes nos connaissances. Je lui ai rétorqué que je ne les avais pas nommés. Maman a fondu en larmes. Elle a évoqué les appels téléphoniques reçus de la famille. De tante Carole, oncle Rob, et de la cousine Jen. Tous posaient des questions, tous sous-entendaient qu'il y avait peut-être du favoritisme, dans leur manière de traiter leurs petits-enfants. Quand maman a ajouté que Jen lui avait dit, il était temps que quelqu'un leur tienne tête, j'ai doucement approuvé. Jen n'avait pas tort. C'est là que papa s'est levé, la colère éclatant enfin. Il a exigé de savoir comment j'osais les accuser de ne pas me soutenir. J'ai alors commencé à énumérer des dates et des événements. Chacun d'eux constituait un point de données, dans un schéma récurrent qu'ils avaient jusqu'ici signé. L'anniversaire de Jake en juin, où papa prétendait travailler, mais s'était en fait rendu au tournoi de Tyler. Thanksgiving 2023, lorsqu'il se disait trop stressé pour nous recevoir, mais avait organisé un repas pour Brian la semaine suivante. Pâques, où maman avait exigé que j'achète un cadeau onéreux pour Tyler, puis m'avait traité d'égoïste lorsque je n'avais pas dépensé assez. Papa a tenté de justifier chaque incident de manière isolée. Mais j'ai poursuivi mon énumération, additionnant les faits, et démontrant comment, mis bout à bout, il dessinait un schéma qu'il était impossible de nier. Il m'a qualifié d'égoïste. Il a affirmé que ce voyage à Dubaï en était la preuve. Je lui ai alors demandé quelle était la différence, entre mes 18 000 € dépensés pour ma famille, et ces 18 000 € déboursés pour celle de Brian. La porte d'entrée s'est ouverte sans un coup sur le battant. Brian et Kelly ont fait irruption, comme s'ils étaient chez eux. Brian a lancé les hostilités par une insulte, m'appelant Monsieur le Grand Pacha. Je lui ai fait remarquer, calmement, que j'ignorais qu'ils avaient été conviés à cette discussion. Papa a rétorqué que nous réglions ça en famille. Ce qui incluait apparemment Brian et Kelly à présent, bien qu'ils aient exclu mes enfants du voyage aux Bahamas. Brian a attaqué sur la question de l'argent. Il trouvait incroyable que j'aie dépensé une telle somme juste pour prouver mon point. J'ai retourné la situation, en l'interrogeant sur la contradiction, entre ses prétendues difficultés financières, et ses publications sur les réseaux sociaux. Celles qui affichaient des soirées de réseautage, et des croisières coûteuses. Lorsqu'il a tenté d'expliquer cela par le développement de son activité professionnelle, je lui ai demandé de nommer un seul client. Il a balbutié quelque chose à propos de la confidentialité.
Mais nous savions tous les deux qu'ils n'avaient pas de clients, ni d'activité. Seulement des parents qui continuaient à financer un train de vie, qu'ils n'avaient pas les moyens de s'offrir. Kelly m'a accusé de faire des enquêtes sur eux. J'ai précisé que je n'avais fait que consulter les publications publiques qu'ils avaient choisi de partager avec le monde. Maman a tenté de détourner la conversation, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une question d'argent. Je l'ai contredite, cela avait toujours été une question d'argent. De ressources. De savoir qui était prioritaire et qui ramassait les miettes. J'ai sorti les versions imprimées du calendrier que je tenais à jour. 2 ans d'interaction documentée. J'ai commencé à lire le schéma comportemental. Chaque incident, pris isolément, pouvait s'expliquer. Mais mis ensemble, il révélait un favoritisme flagrant. Les besoins de Brian primaient toujours. Ses enfants étaient toujours la priorité absolue, tandis que les miens étaient traités comme des roues de secours. Comme des petits-enfants de second rang, qui n'avaient d'importance que lorsque les premiers n'étaient pas disponibles. Maman pleurait pendant la majeure partie de mon discours, soutenant que tout cela était faux. C'est alors que j'ai dit ce qui l'a fait fondre en sanglots. Emma m'avait demandé pourquoi sa grand-mère ne l'aimait pas autant que Tyler et Sophie. Elle l'avait demandé à l'âge de 7 ans, avec cette franchise brutale qu'ont les enfants, avant d'apprendre à cacher leur douleur. Et je n'avais toujours pas de bonne réponse à lui donner. Papa a tenté de reprendre le dessus en exigeant des excuses. Il affirmait que j'avais couvert la famille de honte avec mes publications sur Instagram. Que je devais les effacer, et réparer les dégâts. J'ai refusé net. J'ai déclaré que je ne m'excuserais jamais, pour avoir montré à mes enfants qu'ils comptaient. Pour leur avoir appris que leur valeur ne dépendait pas de l'approbation d'autrui. Brian m'a reproché de détruire la famille. Ce qui m'a arraché un rire sans aucune joie. Je lui ai demandé où il était lors de la pièce de théâtre de Jake à l'école. Lors du gala de danse d'Emma. Lors de n'importe quel moment important pour mes enfants. J'ai mentionné ce Noël, où maman avait offert 200 € de cadeaux à Tyler, et une carte cadeau de 20 € à Emma. Maman a affirmé ne pas s'en souvenir, ce qui a parfaitement illustré mon propos, elle ne prêtait aucune attention à mes enfants. C'est à cet instant que papa a posé un ultimatum. Il m'a ordonné de supprimer ma publication, et de présenter des excuses, faute de quoi je ne ferai plus partie de la famille. Ces mots ont plané lourdement dans l'air. J'étais sur le point de répondre, lorsque Sarah s'est levée, la voix claire et résolue. Elle leur a dit que si tel était le choix, nous préférions ne plus faire partie de cette famille. Elle a raconté comment Jake et Emma avaient passé la plus belle semaine de leur vie à Dubaï. Comment ils s'étaient sentis valorisés, et considérés comme importants. Emma avait même dit qu'elle souhaiterait que tous les jours soient ainsi. Pas à cause du luxe. Mais parce qu'elle s'était sentie exister. Sarah a conclu en disant que, s'ils étaient incapables de réaliser les conséquences de leur comportement, nous n'avions pas besoin d'une telle famille dans notre vie. Je me suis levé à mon tour. J'ai dit à mon père qu'il avait raison sur un point, la famille passe avant tout. C'est juste que j'avais choisi de donner la priorité à ma famille au Sarah, Jake et Emma au plutôt qu'à son confort, ou à son approbation. J'ai ajouté qu'il m'avait appris l'importance des priorités, et que je donnais la priorité à la santé émotionnelle de mes enfants. S'ils souhaitaient faire partie de nos vies, ils y seraient les bienvenus, mais sur un pied d'égalité. Fini les favoritismes, et fini les excuses. Papa m'a affirmé que je faisais une énorme erreur. Je lui ai accordé que c'était peut-être le cas. Mais c'était ma propre erreur à commettre. J'ai ouvert la porte d'entrée. Faisant clairement comprendre que la discussion était close. Lorsque maman a tenté de me supplier, je lui ai dit avec douceur que je l'aimais, mais que j'aimais davantage mes enfants. Et que je refusais qu'ils grandissent en se considérant comme des petits-enfants de seconde zone. Ils sont partis lentement. Maman en larmes. Papa, muré dans un silence colérique. Brian, me lançant un regard foudroyant, comme si je l'avais offensé personnellement. Quand la porte s'est refermée derrière eux, Sarah m'a demandé si j'allais bien. J'ai réalisé, avec un certain étonnement, que c'était le cas. Je me sentais plus léger. Comme si je m'étais délesté d'un fardeau, dont je n'avais pas conscience du poids avant de le poser. 3 mois se sont écoulés, avant que la situation ne commence à évoluer. Mon père et moi ne nous sommes pas parlé pendant 6 semaines. Un silence à la fois douloureux et nécessaire. Puis maman a appelé. Elle a dit qu'elle avait repensé à la question d'Emma. Aux raisons pour lesquelles les voyages et l'attention n'étaient pas équitablement répartis.
Elle a avoué n'avoir trouvé aucune justification valable à ce déséquilibre. 8e semaine. Papa m'a appelé pour me présenter quelque chose qui n'était pas vraiment des excuses, mais qui s'en rapprochait suffisamment de sa part. Il a concédé qu'ils auraient peut-être dû s'y prendre autrement. C'était sa façon à lui d'admettre ses torts, sans avoir à prononcer le mot « pardon ». Je l'ai accepté, car je savais qu'il n'irait pas plus loin. Brian a gardé le silence radio. Mais par tante Carole, j'ai appris qu'il avait fini par dénicher un emploi. Un poste de débutant en marketing à 45 000 € l'année. Papa avait coupé les vivres mensuels, qui faisaient vivre sa famille. Apparemment, l'amour vache fonctionnait dans les deux sens, quand on l'appliquait correctement. 12e semaine. Maman a demandé si elle pouvait emmener Jake et Emma au zoo. Juste eux. Sans Tyler ni Sophie. Sans en faire une sortie de groupe de tous les petits-enfants. J'ai accepté. Elle a passé la journée entière à leur accorder de l'attention individuellement. Emma est rentrée rayonnante. Elle m'a dit que grand-mère lui avait certifié qu'elle était spéciale. De petits pas. Mais des pas dans la bonne direction. Sarah et moi avions réservé un voyage à Tokyo pour les vacances de printemps. Rien que notre famille. Un autre voyage international, auquel nous avions invité mes parents. Ils ont décliné l'offre, prétextant avoir besoin de temps pour réfléchir à certaines choses. Et ça nous convenait. Nous n'avions pas besoin de leur participation, pour nous fabriquer des souvenirs avec nos enfants. Assis devant mon ordinateur portable, un soir d'avril, Jake et Emma regardant par-dessus mon épaule. J'étais en train de créer un album photo du voyage à Dubaï. Sélectionnant les plus beaux clichés. Les agençant de manière à raconter une histoire, celle de choisir sa propre famille, et de bâtir ses propres traditions. Jake a demandé si l'on pourrait vraiment y retourner l'année prochaine. Je lui ai affirmé que c'était une certitude, que cela deviendrait une tradition. Emma a demandé si grand-mère et grand-père pourraient venir. J'ai pris le temps de réfléchir avant de répondre avec honnêteté. Peut-être, lui ai-je dit. S'ils parviennent à se souvenir, que toi et Jake êtes aussi importants que vos cousins. Emma a alors demandé ce qui se passerait s'ils ne s'en souvenaient pas. Je lui ai assuré que notre voyage n'en serait pas moins incroyable. Que notre bonheur ne dépendait de l'approbation, ou de la présence de personne d'autre. Elle a hoché la tête, satisfaite de cette réponse. D'une façon qui prouvait qu'elle intégrait la leçon que je m'évertuais à lui transmettre. Cette valeur propre vient de l'intérieur. De l'estime de ceux qui vous choisissent, et vous mettent en priorité. Non pas d'une quête désespérée de validation de la part de personnes, qui vous ont déjà prouvé l'endroit où résidait leur priorité. J'ai sauvegardé l'album en le nommant nos-tradition-familial.pdf. Le mot NOS en majuscule pour insister. Car mon père voulait m'enseigner les obligations familiales. Et il avait réussi. Juste pas de la façon dont il l'avait prévu. J'avais appris que parfois, aimer ses enfants, c'est savoir imposer des limites aux autres. Y compris à ses propres parents. J'avais appris que la stabilité financière n'excuse pas la pauvreté émotionnelle. Qu'il est possible de concilier épargne responsable, et dépenses consacrées aux expériences qui ont vraiment de la valeur. Et j'avais appris que la meilleure vengeance n'est ni cruauté, ni représailles, ni infliction de la souffrance qu'on vous a fait subir. La meilleure des vengeances, c'est de bien vivre. De choisir la joie. De privilégier les gens qui comptent. Et oui, d'en parler publiquement. Pour que chacun puisse observer les conséquences du choix de faire passer le bonheur de ses enfants, avant la paix artificielle, avec des personnes vous ayant montré, de façon répétée, que vous n'étiez pas leur priorité. Nous retournions à Dubaï l'année prochaine. Cette fois, c'était devenu une tradition.